L'empereur Barberousse par Richard L'Esclide. Il était une fois une si belle princesse qu'elle éblouissait tout le monde et qu'il y avait un danger réel à la regarder. Malheureusement, elle connaissait sa beauté et s'en montrait si orgueilleuse et si vaine qu'on la trouvait généralement insupportable. Quand elle fut en âge de se marier, la position de son père, qui était à même de lui donner une dot raisonnable, jointe à ses avantages personnels, attira beaucoup de princes qui lui firent leur cour et demandèrent sa main. Elle s'étonna fort d'une prétention pareille et ne répondit à leur politesse que par des malhonnêtetés et des moqueries. Le roi, son père, s'impatienta et la mit en demeure de choisir un époux parmi plusieurs prétendants qu'il réunit dans une grande fête. Sur les minuit, ils défilèrent devant la princesse qu'on mit en demeure de se prononcer. Mais, au lieu de prendre un parti quelconque, elle se divertit à les railler et à les accabler d'épigrammes. « Ce n'est pas un mari que vous me présentez, dit-elle à son père en lui désignant un gros prince, c'est un véritable tonneau. »« Et celui-ci, lui dit le roi, c'est un mât de cocagne, mon père. Et celui-là, je vous prie ? Où donc est-il ? Fit-elle en feignant de ne pas l'apercevoir. On le distingue à peine, je le perdrai sûrement dans mon lit. Et cet autre, ma fille ? Il est rouge comme un homard. Et ce dernier ? Il est jaune comme un citron. Et celui qui s'avance ? Il me conviendrait sans son nez, qu'il ôte son nez et je l'épouse. Et monsieur le duc ? Il est tortu. Et monsieur le comte ? Il est bossu. Et l'empereur que voici ? Quel empereur ? Ce monsieur d'un blond ardent ? En vérité, je crois voir l'empereur Barberousse. Ce mot fut suivi de longs éclats de rire, car si les gens étaient vexés quand ils recevaient leur paquet, ils étaient charmés de le voir donner aux autres. L'empereur rougit beaucoup, car il aimait cette méchante fille, et il se hâta de partir pour se dérober aux plaisanteries des courtisans. Le roi avait la tête près du bonnet, et secouant tout d'un coup la contrainte qu'il s'était imposée, il prit la princesse à partie. « Vous êtes une sotte et une pain-bêche, dit-il. Je ne sais pourquoi j'ai tant tardé à vous en punir. Vous mettez à dos une foule d'honnêtes souverains qui me feront la guerre et me tueront mes soldats sous le moindre prétexte. Je dois à mon peuple et à la politique de ne pas montrer complice de vos impertinences. Je jure par ma barbe que vous épouserez le premier mendiant que je rencontrerai quand il sera plus sale que Job et plus pauvre que Lazare. » Cette scène fit beaucoup de bruit et la princesse demeura tout interdite. Une heure après, comme les gens allaient se retirer, on vit entrer dans le palais un gueux infirme, vêtu de haillons malpropres, brûlé par le soleil, et boitant d'une façon pitoyable. Sa barbe touffue et mal peignée n'embellissait pas sa figure, qu'il cachait à moitié sous un large chapeau. Il s'avança péniblement vers le roi, car il paraissait couvert de plaies, et d'une voix dolente, il lui demanda la charité. « Non seulement tu auras 10 pièces d'or, lui dit le monarque, mais je te donne en sus ma fille en mariage, à condition que je ne vous revoie jamais. » Étourdi de cette aubaine, le mendiant se confondit en actions de grâce, et mettant le poing sur la hanche, il essaya de se donner un air galant, pendant que sa fiancée se pâmait comme une carpe. Ces dames d'honneur voulurent intercéder pour elle. Le roi leur imposa rudement silence. « Je me moque de vos gémissements et de vos larmes, dit-il. J'ai juré par ma barbe et je dois tenir mon serment. Qu'on mande un aumônier, un notaire et un sacristain et qu'on termine cette affaire. » Les pleurs et les supplications furent inutiles. Au moment de signer, la princesse voulut réclamer, mais son père lui lança un regard si terrible qu'elle obéit sans résistance. Le roi ordonna qu'on lui fît un petit paquet de hardes et la remit entre les mains de son mari. « Conduisez-vous bien, lui dit-il. Soyez une femme fidèle et obéissante, et peut-être pourrai-je vous pardonner un jour. » Il s'éloigna aussitôt pour ne pas se laisser attendrir, et le mendiant partit en emmenant la princesse. Le bal et la cérémonie s'étaient tellement prolongés qu'il faisait grand jour quand ils se trouvèrent dans les rues. Ils sortirent de la ville pour se rendre chez eux et traversèrent une vaste et magnifique forêt. « À qui donc appartient ce bois ?» demanda la princesse en essayant de se familiariser avec le mendiant dont elle avait une peur secrète. « À l'empereur Barberousse, que tu as refusé pour mari, lui dit-il. « Hélas, répondit-elle, et ces maisons, ces prairies si belles et si vertes, à l'empereur Barberousse que tu as dédaigné, et ce grand château qui est sur la montagne
et ses villages et ses troupeaux, à l'empereur Barberousse que tu as méprisé. Hélas, hélas, répéta-t-elle. Comme elle était plongée dans de tristes réflexions, ils arrivèrent à un méchant taudis, bâti de paille et de boue, mal clos et mal couvert, où l'on marchait sur la terre humide et dont la porte fermait à peine. « Quelle affreuse tanière !» dit la princesse. « Quels sont les animaux qui peuvent habiter ici ? Vous êtes bien dégoûté, dit le mendiant. « C'est votre maison et la mienne. Vous m'obligerez de n'en point dire de mal. »« Mais où couche-t-on ? demanda-t-elle. »« Sur la paille de fougère. En voilà dans ce coin un grand tas que vous n'avez qu'à remuer. La couverture sera faite. »« Mais où s'assoit-on ? Sur ce banc. »« Où mange-t-on ? Dans sa main. »« Où boit-on ? À la fontaine. »« Et vos domestiques, où sont-ils ? On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Allons, il est l'heure de déjeuner. Il faut commencer la journée. Faites du feu, prenez le balai, nettoyez la chambre. Préparons-nous à faire bonne chère, car nous avons votre dot à manger. Je suis très difficile en fait de cuisine. Nous verrons ce que vous savez faire. Elle voulut pleurer, crier et s'emporter. Il lui montra un bâton gros comme le bras. « J'ai l'esprit fort doux, lui dit-il, et je n'aime pas abattre les femmes. Mais quand on me désobéit, j'entre dans des distractions étranges et je rosse tout ce qui me tombe sous la main. Vous êtes mince et délicate. Évitons des discussions qui pourraient vous faire casser les reins. » La princesse se le tint pour dit, et quoiqu'elle n'eût pas l'habitude des fourneaux, elle essaya de cuisiner comme une bonne ménagère. Pour dire la vérité, ses dîners ne valaient pas le diable. Les 10 pièces d'or ne furent pas moins mangées assez promptement. Chose étrange, quoique la princesse eût bien des regrets et bien des fatigues, elle ne s'ennuyait pas, et par moments elle se sentait toucher des rudes tendresses de son époux. Quand leur argent fut dépensé, il la fit venir et se concerta avec elle sur les moyens de gagner leur vie. « Que ne demandez-vous de l'argent à mon père ? dit-elle. « Ma dignité s'y oppose, répondit-il, avec une sévérité un peu déplacée dans son état de mendiant. L'homme doit se suffire à lui-même, et nous puiserons nos ressources dans notre travail. Que savez-vous faire ? » Elle réfléchit longuement et répondit « Rien. »« Quoi ? dit son mari. Pas même des broderies, du tricot, de la couture ? Non, dit-elle. À quoi passiez-vous donc votre temps ? À me mirer, à causer, à m'habiller et à me déshabiller. Triste éducation, ma chère. Nous allons tâcher de l'améliorer. Mais la princesse se blessa les doigts en essayant de tresser des paniers. Elle se fendit la lèvre en voulant filer. Elle se piqua en cherchant à coudre. En vérité, lui dit le mendiant, vous n'êtes bonne à rien, et je vois que vous me serez tout à fait à charge. Que n'ai-je épousé une servante ou quelque bonne paysanne ? Mais comme elle pleurait à ces mots cruels, il l'embrassa et lui rendit un peu de courage. « Consolez-vous, dit-il, j'ai trouvé une besogne qui vous conviendra mieux. Vous êtes jolie, avenante, et vous avez la voix très douce. Notre voisin, le potier, vous emploiera à vendre ses ustensiles, et je suis sûre que vous en aurez un bon débit. Demain, vous irez vous installer aux portes de la ville. Mais, dit-elle en rougissant, si mon père sort de chez lui, si les gens de la cour viennent se promener dans les faubourgs, je serai certainement reconnue. Eh bien, dit-il, où est la honte ? On vous verra travailler honnêtement pour votre ménage et votre mari, et l'on vous en estimera davantage. Il n'est pas de sot métier. Je ferai ce que vous voudrez, dit-elle. Le lendemain, en effet, elle ouvrit une petite boutique près de la ville où régnait son père, et comme elle était affable et complaisante, comme elle vendait à petits bénéfices, comme elle se comportait avec beaucoup de modestie, elle fit assez bonnes affaires et acquit une sorte de réputation. Son mari venait le matin dresser son étalage et la ramenait le soir avec lui. Malgré sa résignation, elle subit pendant ce temps quelques rudes épreuves. Un jour, le roi, son père, suivi de toute sa cour, passa devant elle sans la remarquer. Un méchant page lui cassa quelques assiettes, mais elle l'entendit à peine. Elle songeait à l'indifférence de tous ces gens qu'elle avait vus si empressés autour d'elle, et elle avait le cœur bien serré. Une autre fois, des soldats ivres brisèrent une grande partie de sa marchandise et se sauvèrent sans la payer. Elle n'osa pas courir après eux, et se contenta de pleurer jusqu'au retour de son mari. « Ainsi, lui dit celui-ci,
Vous n'avez pas même la force de défendre les marchandises qu'on vous confie. Je désespère de jamais rien faire de vous. Puisqu'il en est ainsi, au lieu de vendre de la faïence, je vais vous faire un inventaire de dentelles et de bijouterie. Au moins vous ne pourrez rien casser. » Elle accepta ce changement de commerce avec plaisir, car elle se connaissait fort bien en ajustement. Son mari lui dit qu'un riche fabricant avait consenti à lui confier un assortiment de belles choses. Il installa la princesse dans un joli magasin et lui recommanda la politesse et la prudence envers les chalands. Quelques jours après, un grand mouvement se fit par la ville. Un superbe cortège, précédé de tambours et de trompettes, passa sur les chemins pour se rendre au palais du roi. On disait que c'était l'empereur Barberousse, car ce sobriquet était resté au prince blond, qui allait épouser une des dames de la cour. La pauvre marchande se cacha dans un coin de sa boutique pour échapper à tous les regards. Mais à sa grande humiliation, cette foule dorée s'arrêta devant sa porte, et l'empereur lui-même entra et demanda à voir quelques bijoux qu'il voulait offrir à sa fiancée. La princesse le servit sans oser lever les yeux. Il en prit pour une somme considérable. Elle voyait fort bien qu'elle était reconnue et entendait les courtisans chuchoter entre eux et se parler à l'oreille. Elle faisait bonne contenance, mais de grosses larmes tombaient le long de ses joues. Elle déplorait l'orgueil et la folie qui l'avaient fait descendre si bas. L'empereur parut avoir pitié d'elle et lui adressa quelques paroles obligeantes. « Il me semble, dit-il, que je vous ai connue autrefois. Je ne saurais voir une belle personne comme vous réduite à une condition mercenaire. Si vous consentez à aller vivre à la campagne, je vous donnerai le gouvernement d'un de mes châteaux, dont vous serez la maîtresse. »« Je ne puis quitter mon mari, dit-elle. »« Pourquoi cela ?» répondit l'empereur. « Vous ne devez aucune reconnaissance à un homme qui vous tient dans la misère. »« Il a toujours été bon pour moi, dit la princesse, et il ne m'a jamais donné que de bons conseils. »« Alors, reprit l'empereur, dites que vous l'aimez, et je ne vous séparerai pas l'un de l'autre. » « Eh bien, dit-elle, je l'aime. »« Et tu as bien raison de l'aimer, dit l'empereur en la prenant dans ses bras, car c'est le seul homme qui ne t'ait pas abandonné. C'est lui qui s'est déguisé en mendiant pour te revoir et t'épouser quand ta méchanceté avait fait fuir tes prétendants et arraché à ton père un serment terrible. C'est lui qui t'a grondé pour te rendre sage, qui t'a puni pour te faire meilleur, qui t'a consolé pour te rendre le courage. C'est lui qui vient enfin te demander pardon de cette comédie qui devait te rendre aussi bonne que belle. » En disant ces mots, il tomba aux pieds de la pauvre femme, qui reconnut son mari dans le magnifique empereur. Elle se jeta à son cou en pleurant de joie, et le roi, entrant sur ses entrefaites, vint se mêler à l'attendrissement général. Les dentelles et les bijoux de la boutique furent partagés entre les dames de la cour, et l'on convint de célébrer sur de nouveaux frais les noces des deux époux. Les choses s'y firent grandement. On n'avait jamais vu de splendeur et d'abondance pareilles, et tous les invités en parlèrent le reste de leur vie. Ainsi s'achève L'Empereur Barberousse par Richard l'Esclide.